Vous pouvez pas aller sur TPMP et vous attendre à avoir du LCP. Pas possible. Je veux dire, ou vous êtes un naïf, ou un type de mauvaise foi. Alors moi, je suis plutôt un naïf, parce que TPMP, je connaissais pas, pour le coup. C'est un truc qui restera un mystère. Pour la première fois de ma carrière, vraiment, il y a une vraie souffrance. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'émission une ouverture à 1,3 million. Un mec qui fait une première de saison sur le trottoir en disant je veux pas venir en pleine actualité de passe sanitaire, bah, ça n'existe pas. À la barre. Oh non, bon. La médiatisation, elle apporte. Elle ne fait du bien qu'à l'ego. Rien d'autre. Devant un juge, c'est complètement neutre. Ça pourrait même être un inconvénient. La médiatisation devant un juge pourrait même être un inconvénient, à mon avis. Parce que du coup, bah, ça vous expose, parce qu'il suffit que le juge n'ait pas les mêmes opinions politiques que vous, il est humain. S'il vous aime, c'est super, tant mieux. Peut-être qu'il pourrait y avoir un avantage, mais s'il vous aime pas, bah, vous pourriez avoir un inconvénient. Voilà. Vous savez, c'est l'effet du Dupond-Moretti. Hein. Mon beau-père, qui est avocat général, vous racontait à la cour d'appel, enfin, quand il était avocat général, maintenant il est procureur général, il vous racontait que à la cour d'appel, des fois, il y avait un effet du Dupond-Moretti. Qu'au pénal, certains magistrats détestaient Dupond-Moretti, mais détestaient Dupond-Moretti. Et que du coup, ça se ressentait presque viscéralement dans l'approche des débats, et peut-être, parfois, dans les peines. C'est une bonne question. Je ne sais pas y répondre. Honnêtement, je ne sais pas y répondre. Vous savez pourquoi je ne sais pas y répondre? Parce qu'en fait, moi, je ne cherche pas à convaincre. J'exagère, mais je cherche la vérité, en fait. Je cherche à exprimer un point de vue documenté, pas une opinion, un point de vue documenté. Quand je plaide, je plaide sur la base d'un point de vue documenté. J'explique que la façon de voir le problème peut être différemment perçue, et voilà la façon dont on peut le voir. À la fin de la fin, le juge le voit de la façon qu'il veut. Et médiatiquement, c'est pareil, finalement. Aujourd'hui, dans ce débat sur la crise, je ne cherche jamais à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. La vaccination est le bon plan. Moi, vous me dites que la vaccination sauve tout le monde, je vous réponds, quelles sont vos sources? Voilà. Mais j'ai un exemple. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est que ça fait 3 semaines que tout le monde planche sur le point de savoir pourquoi la Jordanie n'a pas flambé par rapport à Israël. Intéressant. 28% de vaccination en Jordanie, plus de 60% en Israël, l'un ne flambe pas, l'autre si. Ça a mis tout le monde super mal à l'aise, ce truc. Depuis que je l'ai dit sur un plateau, tout le monde, depuis 3 semaines, cherche une explication. C'est génial. Alors il y a Cyril Cohen, professeur Cyril Cohen, qui a amorcé un début d'explication, mais qui n'est pas convaincant. Il dit ça, pourquoi pas, il dit que c'est plus jeune, plus machin, n'importe quoi. Mais bon. Et c'est très amusant, parce que vous voyez bien que finalement, à un moment donné, l'argumentation, c'est aussi de questionner l'autre. De renvoyer l'autre dans ses certitudes. C'est-à-dire tu exprimes des choses, mais d'où tu l'exprimes? On me dit 90% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées. Ok. Mais alors c'est une exception française. Parce que moi j'ai le Premier ministre israélien qui me donne d'autres chiffres. Les Anglais me donnent d'autres chiffres. Oui, mais ils ne comptent pas de la même façon. Ah, peut-être. Mais c'est quand même curieux que la France soit le seul pays à compter différemment. Donc je suis là pour questionner, en fait. Victime de représailles. On avait eu l'exemple de Maître Pirac qui avait reçu une balle dans une enveloppe. Absolument, absolument. Alors moi j'ai pas eu ça. Hein. Moi j'ai eu des menaces, très clairement. Hein. J'ai eu des menaces de mort. Et c'est amusant parce que les menaces de mort, on pourrait dire, c'est parce que vous vous exposez publiquement. Bon, ok, pourquoi pas, ça n'a rien à voir avec votre métier d'avocat. Mais c'est très amusant parce que finalement, mes menaces de mort, elles remontent à quand? Elles remontent au jour où j'ai accepté de défendre Raoult. C'est amusant. C'est dans l'exercice de mon métier d'avocat que la première fois, j'ai reçu des menaces de mort. C'est lorsque j'ai défendu l'indéfendable. Raoult est devenu pour une partie de la communauté scientifique et de l'opinion, je ne sais pas qui est qui, et peu importe. Il est adulé par une partie, il est détesté par l'autre. Il n'y a qu'à voir le nombre de plaintes qui s'est pris. Et donc, c'est très amusant de constater que c'est dans l'exercice de mon métier
que les premières plaintes sont arrivées. Ensuite, ça s'est exacerbé le 12 juillet, à partir du 12 juillet, lorsque j'ai pris la tête finalement des mouvements anti-pass conjointement avec Florian Philippot, enfin, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, c'est lui qui m'a demandé, et donc j'ai une hyper-médiatisation en tant que contestataire. Ok, mais il n'en demeure pas moins que c'est très intéressant de constater que c'est dans l'exercice de mon métier d'avocat, de défenseur, que j'ai reçu des menaces. Par rapport, vous avez été avocat dans l'affaire du Mediator, par rapport au Mediator, vous n'avez pas eu de pression de lobby non, moins parce que l'opinion s'en est moins saisie. Aujourd'hui, on a vraiment une... C'était une affaire qui prenait beaucoup de place dans l'actualité. Oui, mais moi, je la défendais du côté médecin, donc c'était plus facile quelque part. J'attaquais pas directement le laboratoire. J'avais pas et je dis pas ici du tout que le laboratoire serait responsable de quoi que ce soit d'ailleurs. Surtout pas. Mais c'est un fait que c'est amusant parce que vous avez aussi un nouvel élément. C'est tout le monde en reçoit des menaces de mort. Jérôme Marty, que je citais tout à l'heure, reçoit des menaces de mort. Les pro-vax, appelons-les comme ça, même si cette appellation est bizarre, mais les médecins qui sont favorables à la vaccination reçoivent des menaces de mort. Les vaccinodromes sont tagués. Alors c'est épisodique, c'est anecdotique, mais on voit bien qu'il y a une violence institutionnelle qui s'est. On a vraiment une société qui est à cran, quoi. Et donc c'est pas très étonnant qu'une figure médiatique aujourd'hui comme moi reçoivent des menaces finalement, surtout que je cherche pas à les éviter quelque part. Je suis hyper clivant. Oui, d'ailleurs c'est amusant, quand vous faites part des menaces, tout le monde vous dit, même d'ailleurs les flics vous disent, vous jetez de l'huile sur le feu. C'est amusant, vous jetez de l'huile sur le feu. Et quelque part, je ne sais pas si je jette de l'huile sur le feu, parce qu'il y a une dimension volontaire, mais en fait, j'ai choisi de mener le combat que je pensais juste, sans me soucier des menaces que je recevais. Bon, sans me soucier si quand même, parce qu'il n'y aurait pas de garde du corps, mais parce qu'à un moment donné, il y a aussi une impératif de protection. Quand on entend c'est vous le coup d'État, vous avez peur, vous bégayez, vous imprimez vos notes dans un cybercafé venant du sol Gilles Verdès par exemple, surtout que vous étiez là pour donner votre opinion, ça donne pas vraiment envie de revenir sur un plateau télé. Quand vous allez dans l'arène médiatique, faut pas vous attendre à autre chose qu'être dans un cirque. Faut être clair. Vous pouvez pas aller sur TPMP et vous attendre à avoir du LCP. Pas possible. Je veux dire, ou vous êtes un naïf, ou un type de mauvaise foi. Alors moi, je suis plutôt un naïf, parce que TPMP, je connaissais pas pour le coup. C'est un truc qui restera un mystère, ça. Personne ne veut me croire que je ne connaissais pas Cyril Hanouna avant l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne veut me croire. Mais parce que j'ai répondu à tout le monde. Moi, je réponds aux télés d'extrême droite, d'extrême gauche, je réponds à tout le monde. Ma parole, finalement, m'appartient pas. Je veux dire, je m'en fous un peu, en fait, moi. Vous voyez, je m'en fous un peu. Je considère que la pluralité de l'opinion, elle fait que tout le monde a le droit d'avoir un média et finalement d'exprimer. Après, moi, ce qui serait grave, c'est si je disais des choses différentes. Je raconte n'importe quoi sur TV Liberté d'un côté et chez Hanouna de l'autre. Or, il y en a qui le font, mais moi je le fais pas. Mon discours, il reste le même. Et si vous voulez, moi, quand je vais dans TPMP, alors d'abord, je suis très content d'y être allé parce que j'ai une belle relation d'amitié avec Cyril Hanouna. On est vraiment devenus copains, c'est un type vraiment bien. Et deux, c'est vraiment un type bien, un vrai type bien. Et deux, finalement, à la fin de la fin, regardez ce qui s'est passé à la fin de l'année, quand il y a eu ce sondage, où j'ai été considéré comme le meilleur intervenant de l'année, parce que, y compris auprès des chroniqueurs, parce que à la fin de la fin, ils ont beau gesticuler, faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucune réponse. Éric Nolot, il y a 2 jours, enfin il y a 3 à 4 jours, il s'est retrouvé dans une mer de noir parce qu'il n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi est-ce que le public était masqué et pas lui. Donc l'intérêt de ma présence, c'est précisément de manifester quelque chose. Mais il n'y a jamais de manifestation sans contradiction. Et après, on utilise le format, on prend le format tel qu'il est, quoi. C'est dommage que vous êtes le seul qui soit capable de pousser aussi loin la réflexion et que vous êtes le seul aussi qui défendait ces choses-là. Mais on peut se poser la question différemment. Les gars qui passent, ils n'ont pas le... Non, ils n'ont pas le niveau. Non, mais parce qu'ils s'en foutent.
Mais parce qu'ils s'en foutent. Oui, il y a de la sophistique plus que de la rhétorique. Il n'y a pas de recherche de la vérité. Il y a une recherche de l'argumentation. Quand vous avez un Jimmy Mohamed, qui est par ailleurs très gentil, qui vient à chaque fois vous expliquer qu'il y a toujours le patient en réanimation à la fin de l'émission où il dit ça, vous pouvez plus le couper parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez un Blachier qui, en fonction de là où il est, dit des choses différentes. Vous avez un type comme Ludovic Toro qui vient vous expliquer que les patients en réanimation brésiliens sont plus jeunes, et quand vous arrivez en lui disant prouve-le-moi, qui se vexe, c'est parce que ces gens-là ne sont pas du tout dans la recherche de la vérité. Je veux dire, et moi j'en ai marre qu'on mente aux gens, si vous voulez. Moi je sais pas très bien. Si en prison l'avocat, je bosse beaucoup. En prison on dit pas j'ai rendez-vous avec mon avocat, on dit j'ai rendez-vous avec mon menteur. L'avocat a une réputation de mensonge. Moi je mens pas, moi. Moi je mens pas. Je mens pas. J'accepte le débat. C'est eux qui veulent pas débattre. Et là il y a quand même un autre point qui pourrait quand même être inquiétant. Pourquoi TPMP est le seul format de débat qu'on a aujourd'hui? Il n'y en a plus d'autres. C'est quand même très inquiétant en fait. La pluralité n'est pas représentée. Mais vous voyez, moi je suis un type qui passe de TV Liberté à Beurre FM. On est devenu copains avec la rédac de chez Beurre FM. On va faire un truc en partenariat cette année. Et pourtant on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a un respect mutuel qui fait que, justement, leur but à Beurre FM, c'est d'informer le public. Et donc de faire valoir des opinions différentes. Attention à un point, hein. La médiatisation c'est une drogue. Alors c'est une drogue douce ou une drogue dure. Ça dépend des gens, finalement. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils n'ont plus de visibilité médiatique, tombent dans une espèce de trou noir dépressif et ils le pressentent. Le pressentant, ils préfèrent ne pas prendre le risque, finalement. Il y a beaucoup de monde qui est comme ça. Peut-être que moi aussi, d'ailleurs, hein, j'en sais rien, finalement. Hein? C'est parce que vous êtes cette voix-là qui a... Non, mais si vous voulez, pourquoi un type comme Cyril m'invite dans son émission? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que là... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'existe pas dans l'histoire de l'émission, une ouverture à 1,3 million. Un mec qui fait une première de saison sur le trottoir en disant je veux pas venir en pleine actualité de passe sanitaire, bah, ça n'existe pas. Il faut avoir une dose de folie et de liberté à la fois de la côté production et du côté invité, et pour venir soutenir ça. Moi je pense que s'il était pro-vax, pro-pass, vous n'aurez pas invité, vous aurez dit non, pas de passe. Ah si, peut-être, parce que Cyril... Comme lui, je pense pas qu'il soit... Non mais Cyril, c'est... Je pense pas qu'il soit pro-pass sanitaire. Je pense qu'il comprend plus les personnes qui sont... C'est certain, mais en même temps, vous avez raison, mais en même temps, on peut pas dire que Cyril Hanouna est raciste, et pourtant, il invite des gens, à la limite, un Jean Messia, voilà, parce qu'il est respectueux de la pluralité de l'opinion. On passe à la suivante. Dernière slide. Bon, c'est pour la petite blague. Il faudra en passer encore une slide. Ben, c'était pour la blague, je voulais la faire. Désolé, je voulais la faire. Forza Divisio. Vous êtes italien, donc je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui représente bien l'Italie, la Forza. Et on vous voit dans la rue recueillir les plaintes des citoyens, même dans des tentes de rencontres que vous avez improvisées. Votre motivation, ce courage dans chacun de vos combats, c'est la générosité ou un idéal personnel fantasmatique? Non, non, c'est rien de tout ça en fait. C'est rien de tout ça. Les gens sont perdus. C'est une position compliquée pour moi. Vous savez, pour la première fois de ma carrière, vraiment, il y a une vraie souffrance. Vraiment, je rigole pas en disant ça, une vraie profonde souffrance. J'ai mal, j'ai vraiment profond. Si vous voulez, c'est amusant parce que moi j'ai vécu le racisme quand j'étais en Italie, j'ai vécu 5 ans à Rome, mes enfants ont connu le racisme, où pour plein de raisons, on voulait pas les inviter, machin, et mes enfants ont eu mal d'être discriminés en fait. Par rapport à la société française, alors que je suis italien pourtant. Mais ouais, quand j'ai vécu, on a vécu à Rome, on est descendu vraiment en Italie profonde. Et en Italie profonde, c'est des gens vraiment très racistes en fait, pour le coup. L'étranger représente un danger. Bah oui. Et donc on a subi ce racisme, si vous voulez. Mes enfants étaient petits, ils n'ont pas compris pour le coup. Je ressens quelque chose de ça là, si vous voulez. Ces gens sont perdus. Ils sont perdus, tous.
Vous n'imaginez pas, je rêve de faire un reportage, je vais peut-être le faire d'ailleurs samedi, tiens, c'est pas con. Ma femme est réalisatrice parce que je lui ai demandé de faire ça, de faire un reportage pour venir écouter les gens. Venez écouter les gens. Mais mon Dieu que ça fait mal, quoi. Des familles qui se déchirent avec le père ou la mère qui dit si tu abandonnes pas la pension alimentaire, je fais vacciner le gamin. Avec des gens qui ont peur et qu'on traite d'irresponsables parce qu'ils ont peur, qu'on dénigre, qu'on critique, avec une brutalité. Le 12 juillet, ils étaient en vacances. On leur dit qu'avant le 15 septembre, ils sont vaccinés ou c'est la mort sociale. Du pass sanitaire dans les entreprises qui pourtant n'y sont pas soumises, mais le patron l'exige parce que sinon t'es viré. Alors qu'ils ne sont pas soumis par la loi. Des patrons qui exigent une vaccination obligatoire, sinon t'es viré. Une espèce de nouvelle lutte des classes là-dedans. Ça fait vachement mal, quoi. Ça fait super mal. Et c'est... Et je sais pas comment résoudre ça. Et donc ben, c'est ce que je découvre, en effet. C'est bête, hein? Mais c'est ce que je découvre. Je découvre qu'au fond, je suis là pour essayer de les aiguiller, essayer de mettre un peu d'ordre, parce que la loi n'est pas facile à comprendre, parce qu'elle est très mal rédigée. Et j'ai dit à un député, c'est beaucoup, en émission, c'est beaucoup intéressé à pourquoi je faisais ça, et je lui dis parce que ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a les lois que vous votez et les gens qui les subissent. Et que quand vous votez des lois, vous vous intéressez pas aux gens qui les subissent. C'est des gens comme moi, ensuite. C'est mes confrères, c'est moi qui nous intéressons aux gens qui les subissent. Et aujourd'hui, moi, j'aime pas les manifs, pour être honnête. Et le temps des interviews est terminé. Maintenant, ça suffit. La presse écrite, c'est terminé. Et tout ce qui n'est pas... J'accepterai encore d'aller, et vous allez voir dans un instant ce que je veux dire, dans certains médias alternatifs. J'aime pas ça. J'y vais parce que je suis admiratif du courage de ces gens. Moi, je m'en fous des manifs. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Tout le monde pense que j'ai des liens spéciaux avec Florent Philippot, alors que c'est pas vrai. C'est le seul qui m'a invité, donc j'y vais. C'est le seul qui prend la parole autant. Bah oui, puis c'est le seul, surtout c'est le seul qui fait pas cailler. Non, mais Nicolas Dupont-Aignan, c'est un opportuniste. Oui, il s'est calmé. Mais, non, mais si vous voulez, on va faire simple. Le fait est que, pour faire simple, c'est aussi le seul dans les manifs où on ne se fait pas caillasser, quoi. On ne se fait pas caillasser par les flics. Il se passe jamais rien dans les manifs de Philippot. J'en ai fait un certain nombre maintenant. Hein. Alors qu'à chaque samedi, il y a des problèmes de l'autre côté. Hein. Gilets jaunes, il y a des problèmes parce qu'il y a une provocation assumée. Moi, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver. J'ai avec ma femme, parfois mon fils, et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je me fais caillasser. J'ai assez de problèmes comme ça, quoi. Mais et puis, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans ces manifs, c'est la rencontre des gens. Après, je comprends pas. Après, il y a un truc qui me fait très très peur en ce moment, pour vous donner, pour aller jusqu'au bout de mon propos, c'est un truc que j'ai jamais dit, ça, mais qui me fait vraiment peur en ce moment. J'aime pas que les gens m'applaudissent. J'aime pas que les gens pensent que je peux les sauver. Et je me dis, est-ce que je leur ai fait croire ça ? Tout en disant le contraire, tout en répétant le contraire, est-ce que quelque chose en moi a pu leur faire croire que je pouvais avoir une solution à leurs problèmes ? Je dirais oui, dans le sens où vous avez fait un retour global avec beaucoup de personnes et que ça leur fait rentrer dans un même bateau. Et c'est vous le navire commence. Mais le problème, c'est que moi, ceux qui pensent que le 15 septembre, je vais pouvoir les faire en... Peut-être pas fait ce genre de process. Vous auriez été juste quelqu'un qui donnait sa parole. C'est vrai. Vous les prenez un peu sous votre aile. En fait, les gens sont perdus. Et ils ont besoin qu'on leur montre un chemin. Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein, non, bien sûr, mais... Vous pouvez les acclamations, mais pour autant, mener la barque d'un idéal qui est votre. En tout cas, puisque c'est votre idéal. Mon idéal, il est... Je vais vous dire, mon idéal, il est simple. On n'a pas le droit de discriminer les gens. Et ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça va mal finir. L'entre-soi, ça finit toujours mal. Vraiment. Honnêtement. Les Américains l'ont payé cher, hein, l'entre-soi. Ils ont payé très très cher le Patriot Act, toutes leurs conneries avec Guantanamo. Ils ont payé très très cher. C'est donné quand même. C'est le Covid qui les a tués, mais ça, vous n'imaginez pas pour y avoir vécu. Vous avez une suprématie. Quand on a faire quelque chose, il demandait la permission à tonton. Oui, c'est vrai. Mais dans l'opinion américaine,
je pense, moi, pour avoir vécu aux États-Unis, toute la communauté musulmane américaine a énormément souffert, pour le coup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Vous êtes sur Chicago, vous êtes sur Washington, que je connais bien, ils ont vraiment énormément souffert. Parce qu'à un moment donné, ils étaient soupçonnés, il y avait la loi du soupçon quand même. Des citoyens américains parfaitement intégrés, on soupçonnait leur lien, des gamins de 12 ans, dont on soupçonnait les liens avec le terrorisme. Ça, personne ne le sait, mais ça fait mal. Et je veux dire, c'était bien avant Trump pour le coup, mais ça a fait mal. Et on a caché tout ça. On a caché cette discrimination qu'on ne saurait voir, finalement. Parfois, c'est bien de la cacher, parce que quand c'est mis au bout du jour, ça a tendance à drainer les foules. C'est vrai, mais là, le problème... Vous avez raison. Vous avez raison, mais aujourd'hui, on ne s'en cache plus, la discrimination, on la revendique. Quelle discrimination? Le pass sanitaire, c'est quoi, finalement? C'est une discrimination. Regardez, j'ai un exemple tout bête. Une vieille dame, 72 ans, elle habite à 500 mètres de l'hôpital. Elle a l'habitude d'aller prendre ce rendez-vous mensuel à l'hôpital, c'est sa sortie. Elle va voir les secrétaires médicales qu'elle aime, à qui elle emmène des chocolats. C'est son mode de vie, ça lui empêche de sombrer. Son mari est mort. Finalement, elle ne peut plus y aller, elle ne peut plus rentrer. On lui dit, vous avez qu'à téléphoner, madame. Mais c'est de la discrimination profonde. Pourquoi elle téléphonerait? Pourquoi? Faites un test PCR. Mais elle ne comprend même pas ce que c'est, les facultés cognitives qui sont limitées. Faites-vous vacciner. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand on en est là, c'est super dur, quoi. Des gamins qu'on refuse au sport. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, là? Vraiment, qu'est-ce qu'on fait, là? Et vous voyez, moi, cette société-là, j'en veux pas, quoi. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Et je m'en fous du reste, en fait. Et puis les gens pensent ce qu'ils veulent penser de moi. C'est pas mon problème, en fait. Moi, j'ai autre chose à faire, pour le coup. Ce que j'ai à faire, c'est à finalement essayer de soulager un peu la peine des gens en essayant de trouver des commencements de solutions. Là, tout à l'heure, vous voyez, avant vous, il y avait un type SDF, ancien cavalier, pour plein de raisons, qui s'est retrouvé SDF à cause du pass sanitaire, parce qu'il n'avait même plus les moyens. En fait, c'est très compliqué, il est en train de déconnecter, et ce pass sanitaire, il a complètement décroché. Il s'est retrouvé à la rue. Notre boulot, c'est de l'aider et de réussir à faire en sorte de le recaser dans une écurie qu'on connaît. Voilà, c'est ça notre boulot.